BBL Podcast. The business behind the headlines. Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Romain. Ça va? Merci Romain d'être ici avec nous. On a le plaisir d'interviewer Romain, du coup, qui est un Français qui est installé aux États-Unis depuis plusieurs années. Tu pourras revenir dessus. Romain est dans l'immobilier, notamment dans les deals de terrain, et qui a une société qui s'appelle Landquire, c'est bien ça? C'est bien ça. Ok, donc je pense qu'on va démarrer pour que tout le monde te connaisse un petit peu avec ton parcours entrepreneurial. Comment en fait tu t'es retrouvé ici? Comment aujourd'hui tu es avec nous? Très simple. Je suis arrivé en 2016, le 14 août 2016, donc ça fait 10 ans maintenant, pour faire mes études. Et à la suite de mes études, de mon bachelor, je suis tombé amoureux des États-Unis, donc je me suis lancé en tant que promoteur, achat-revente de terrain à mon compte. Mon premier terrain c'était en 2020, achat à $7,000 en Caroline du Nord. Donc on a envoyé 2000 offres à des gens qui n'avaient pas payé leurs taxes, c'était behind the taxes comme on dit. Ouais. Et non, après j'ai revendu le terrain avec une très belle marge à un promoteur. Et j'ai rien fait dessus, hein. J'ai pas fait de permis, j'ai juste acheté et revendu. Pour la petite histoire, $120,000 la revente. Donc c'était... Ouais, c'est là que je me suis dit qu'il y a vraiment un coup à jouer grâce à l'open data et puis le fait de pouvoir faire du flipping de terrain. Et donc c'est sur de l'open data, et comment t'étais allé cibler cette data? Comment ça t'est venu en tête en fait d'aller faire ça? L'open data, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire déjà que tu peux trouver toutes les listes des propriétaires au niveau des comtés. Donc tu as accès vraiment à toutes les propriétés, le nom du propriétaire, où il habite, quand il a acheté, à combien. Mais tu as aussi accès à énormément d'informations sur les caractéristiques du foncier. Donc c'est des choses qui sont en train de se mettre en place dans beaucoup de pays maintenant. Mais c'est vrai que les États-Unis sont en avance en termes de data immobilière. Ouais, on a un peu le même... si vous connaissez les gars, on a un peu la même chose avec Papers Immobilier en France. En France, ouais, ça avance bien la data en France. Ça a démarré il y a 2 ans ce site-là. Ouais. C'était que Papers, après c'est passé sur Papers Immobilier. Ça permet de voir l'historique, je crois, sur les 7 dernières années. Ok. Uniquement malheureusement, ouais. Mais au moins ça donne déjà pas mal d'infos quand on veut acheter, savoir combien l'ancien propriétaire a payé. Parce que souvent c'est des informations qu'on découvre uniquement quand on est chez le notaire en France. Bien sûr. Alors qu'ici c'est bien plus facile, quoi. Et faire 2000 offres sur des terrains comme ça, comme tu disais, Open Data, il faut quand même, quand même bien réfléchir avant de se lancer dans ce genre de projet-là. Ça t'est venu comment cette idée de vraiment travailler dans l'immobilier? Qu'est-ce que tu as étudié ou qu'est-ce que tu as fait avant ou quel est ton background, disons, pour se lancer comme ça dans des terrains qui ne viennent pas forcément à l'idée de tout le monde? Ouais, moi j'ai baigné dans une famille d'agriculteurs du côté de mon père, du côté de ma mère. Donc cet amour pour la terre, on l'a eu depuis, ils me l'ont donné depuis tout petit. Et après, c'est vrai que mon diplôme en informatique m'a aidé à utiliser la data à bon escient pour pouvoir acheter de l'immobilier des côtés, trouver les bonnes opportunités, avoir un maximum de pipeline, comme on dit, à l'acquisition pour pouvoir choisir les bons deals. Le prix c'est une chose, le foncier c'est une autre, et puis le marché, location. Après vous êtes sur le marché de Miami, donc je pense le marché le plus chaud des États-Unis. En feu, hein. Moi je suis vraiment sur des marchés secondaires, sur des parcelles résidentielles pour faire du logement abordable aujourd'hui. Ouais. Après j'ai acheté des terrains dans plus d'une vingtaine d'États, donc j'ai fait ma bosse en 2021, 2022, 2023 où là on a acheté peut-être 20 à 25 terrains par mois, c'était des petits terrains. Wow. J'ai vu un petit peu les limites du business model très rapidement parce qu'en termes de gestion c'est très compliqué. Ouais. Donc après j'ai au fur et à mesure du temps modifié le business model pour faire seulement des terrains de taille institutionnelle avec toute l'urbanisation, la viabilisation foncière à faire, où là vraiment le bénéfice n'est pas fait à l'achat, à la décote comme faire du flip, mais vraiment sur l'apport de valeur que tu fais sur Tu mises là-dessus. Ouais. Et comment tu fais du coup pour être en mesure de prendre ce risque-là? Parce que c'est ce que tu dis, tu crées la valeur au moment d'avoir les permis, etc., les autorisations. Comment tu t'engages dans un deal? Est-ce que tu mets des conditions suspensives, comme on dit en France? Comment tu fais pour en fait être sûr de toi? Parce que si on y pense comme ça peut être aussi très risqué. Si on se dit que la marge est faite là-dessus, comment fonctionne exactement ce business model en fait? Ouais, c'est un système qui fonctionne différemment avec la France, parce que ici les États-Unis,
les permis c'est un droit. À partir du moment où tu as le bon zoning, encore une fois, après tu peux avoir des terrains où tu dois changer le zoning ou faire des variances. Mais souvent en amont, tu fais un rendez-vous de pré-application avec le comté ou la ville, ça dépend dans la juridiction dans laquelle tu es localisé. Et une fois que tu as analysé ta faisabilité en termes d'eau, d'électricité, de sewer ou de private septic ou wastewater plant treatment si tu traites tes eaux en interne, à ce moment-là, tu sais à peu près la densité que tu vas obtenir. Là par exemple, ce terrain-là, celui-là, on est à 94 acres à Cibolo, juste à la sortie de San Antonio. Là-dessus, sur notre ça c'est la conceptualisation initiale, sur des lots qui vont être de 70 par 120. On était à peu près sur 9800 square feet, ça fait 900 mètres carrés. Ça c'est vraiment ma préconceptualisation large. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de développeurs qui préfèrent aussi des lots à des 40 par 120, 45 par 120. 50 par 120. Taille un peu différente. Ouais. Donc là, je veux vraiment sur ma densité de manière large pour être sûr que je peux avoir 264 lots. Mais après, plus j'achète le terrain et plus j'avance dans les permis, plus je définis avec les développeurs avec qui je travaille. Plus ça s'affine en fait, ce qu'ils veulent. Ouais. Ça se trouve, je vais avoir un développeur qui me dit, moi je te rachète 100 lots sur du 50 par 120. Et il y en a d'autres qui vont peut-être me dire, là c'est du 70 par 120, donc 70 par 140. Donc, toi, tu seras en mesure de ensuite changer les. Jusqu'au bout, ouais. Tu peux, en fait, c'est la conceptualisation foncière, tu la changes vraiment jusqu'au bout. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est est-ce que tu as assez d'eau et d'électricité pour le nombre de lots que tu veux accorder. Donc là, j'ai conceptualisé 264, mais on va faire une demande pour 300 minimum. Qui a assez d'eau, parce que souvent, c'est ce qui peut poser problème, surtout dans le Texas, dans l'Arizona. Et petite question, du coup, toi, t'as dit que t'as acheté des terrains dans 20 états différents. Avant, maintenant, j'achète que dans le Texas et la Floride. Ok, bon. Bon, soit la question, elle tient quand même. La question, c'est, t'as pas de présence physique dans tous les états. J'ai mes land planners, quoi. T'as des land planners, mais après, forcément, t'as peut-être moins de connaissances sur le marché spécifique dans un état, parce qu'on sait que les états sont tous très différents. Exactement. Ici aux US. Donc, comment tu fais pour adapter, disons, à chaque fois que tu achètes un terrain, peut-être dans un autre état, bon, maintenant tu t'es recentré sur 2 états, mais dans d'autres états, comme ça un peu aléatoire, tu fais comment pour te retrouver dans ton business plan, disons, dans tes chiffres, à ce moment-là, quand tu connaissais pas vraiment la zone. L'immobilier, ça reste, surtout sur du résidentiel, tu vas où il y a un besoin de logement. Et aujourd'hui, je me focus sur le Texas et la Floride parce que le Texas, aujourd'hui, c'est l'état numéro 1 en termes de croissance démographique sur les 3 dernières années. La démographie, c'est une chose. Après, il faut aussi avoir des états qui sont pro-développement et qui sont à même à investir dans les infrastructures. Il faut vraiment comprendre combien ils sont prêts à investir dans les infrastructures. Donc, c'est eau, électricité, routes, VRD, les hôpitaux, c'est ce genre de choses. Donc, la Floride et le Texas se prêtent, surtout la Sunbelt, se prêtent à vraiment à de la croissance, à avoir vraiment des terrains qui vont prendre de la valeur parce que c'est des États qui sont pro-développement. Donc une fois que tu as compris ça, après il faut trouver les bonnes OP grâce à l'open data, grâce à des wholesalers ou des brokers qui nous amènent des deals, si vous en avez. Maintenant, moi j'aime bien rester sur soit du single family, soit du mobile home park, soit du RV park. Parce que là, on est vraiment sur là, c'est des gens qui vont gagner. Alors, ça, c'est le haut du panier texan. C'est des maisons qui vont être entre 350 et 600 000 $. Après, tout ce qui est mobile home park. Qui est déjà pas mal pour le Texas. C'est déjà pas mal. Et en plus, tu as 900 mètres carrés. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens ici qui vont dans le Texas. Ils ont de l'espace, terrain plat, beaucoup de Tesla qui est arrivé. Il y a beaucoup d'entreprises qui se développent sur le Texas. Après, est-ce que moi j'y habiterai au Texas? Je suis tombé amoureux de Miami, donc je pense que je suis très bien là. Mais c'est vrai qu'il faut avoir un broker sur place qui travaille dans l'asset class. Donc là, j'ai un broker spécialisé sur les single family, j'ai un broker spécialisé sur les mobile home park et un broker pour le commercial. Donc il faut avoir un bon entourage, en fait. Un bon entourage, un bon réseau. Et faire confiance, en fait, au bout du bout, tu dois faire confiance obligé à des gens qui savent. Parce que tu peux pas tout savoir toi-même. Mais je fais confiance à personne, donc je vérifie tout. Tu vérifies tout? Les brokers, je suis désolé, mais des brokers, ils peuvent te dire, là ici sur le CMA, la valeur d'appraisal pour des lots finis,
des lots comme ça de 70 par 120, les développeurs en ce moment ils payent 1650 $ du front fit. Ok. Donc moi je modélise à 1300, tu vois, pour revendre. Comme ça j'ai une marge de 20%. Donc toujours en moins. J'ai une marge de 20%. Si le marché se casse la tête, 20%, je peux atteindre mon l'IRR proposé, parce qu'on est plusieurs à investir dans le deal. Ouais. Je propose, après j'ai 3 comptes de lotissement à côté. Donc après, bon, il faut rentrer dans le détail, on va pas faire ça aujourd'hui, mais il faut tout regarder, hein. C'est comme toi sur tes constructions. Ah oui, tous les détails, tous les chiffres sont Tous les détails. regardés, Ouais. mais je veux dire, il arrive un moment où tu dois déléguer certaines choses et Ouais. tu peux jeter un coup d'œil, mais tu peux pas tout préparer quoi, non plus. Après, c'est mon boulot Ah oui, t'assurer que le deal marche. d'assurer, bah oui, bien évidemment. Après, bon, tu as des documents officiels, hein, tu vérifies ton titre de propriété, tu fais un appraisal, tu fais ton rendez-vous de préapplication, tu vérifies que tu as assez d'eau, donc c'est une water study, ils appellent ça. Étude de topo, étude géotech, et des fois on fait une phase 1 qui va permettre de voir s'il y a des problèmes environnementaux. Ça, Ouais, c'est une question qui n'a pas forcément à voir, c'est une question qui vient de me venir à l'esprit, mais c'est du coup aussi l'électricité, par exemple, les data centers au Texas, ils sont, Ouais. sont en train de créer un fonds. Ouais. Là aussi, ils doivent faire des études du coup pour l'électricité, Ouais. etc. Et ça a peut-être un impact sur les maisons environnantes ou pas forcément. bah, il y a des États, ouais, ça pose des problèmes. Je sais pas si vous avez vu les manifestations. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu. Il y en a eu dans le Montana, il y en a eu dans le Texas. Ouais, Ça fait que l'électricité a tendance à prendre en coût. Ouais. Donc sur les ménages, ça impacte les ménages. Donc ce que les comtés font maintenant depuis quelques mois, c'est que ils essaient de s'assurer que ce soit des power plants qui soient privés et non à aller taper en fait dans les infrastructures publiques. Parce qu'autrement, on va arriver en guerre civile, quoi. Parce que l'IA, on va pas l'arrêter. Ouais. Ça on va prend demander de plus en plus d'électricité. L'électricité et l'eau peuvent très rapidement sur des comtés qui ne calculent pas bien le développement en fait du PUD, enfin du développement de la ville urbanistique. Ouais. Ça peut vite devenir un problème et ça faut pouvoir le savoir en amont parce que ça peut poser un gros problème sur ton foncier. Après, peut-être que vu que c'est des États en général pro-business, donc ils sont aussi, par exemple, ils ont l'État Texas, Texas. ils sont pro-data center peut-être, donc sûrement qu'ils vont essayer d'amener le plus possible les infrastructures, et donc ça va te bénéficier à toi aussi plutôt que si t'essayais d'aller dans un autre État Ouais. où ils ont du mal avec l'électricité. Là, au moins, ils sont en train de vraiment s'équiper lourdement, j'imagine. Ouais. En tout cas, ils ont tout intérêt à. Là, je te donne un exemple concret. J'étais en réunion ce matin avec un groupe intéressé pour acheter un de notre foncier à Abilene, au Texas. Ok. Abilene, au Texas, 2 heures ouest de Dallas, plus gros data center des États-Unis qui a été créé par Stargate. Okay, ouais. Moi, j'ai eu la chance d'acheter 36 acres juste avant qu'ils arrivent. Tu savais pas qu'ils allaient arriver? Non, je savais pas. Donc c'est un coup de chance, ça. Je savais que j'achetais le terrain à des côtés parce on a acheté le terrain à 350 000, on a mis 350 000 de frais divers et variés dans les permis, dans les taxes, les assurances. Ouais. On a fait une levée de fonds de 734 000 $. Il y avait 12 investisseurs. Et du coup, une fois que Stargate arrive, tu te dis putain, très bien, on va avoir 10 000 personnes qui arrivent pour la construction et puis toute l'économie parallèle. Donc j'ai eu un petit peu peur sur l'électricité. Au final, on a eu nos permis. Et là, ce matin, ils m'ont verbalement, ils m'ont fait une offre à 1,8 million. Et t'avais payé ça? 734, enfin l'investissement c'est 734. Oh. 1,8. En combien de temps? Là, on est sur 2 ans. Alors, encore une fois, on va voir les termes du contrat. Là, Ça y est au prochaine. bout, Ouais. tout ça, mais c'est Ça y déjà. est au bout. Bah, après, je leur ai dit, hein, moi je veux pas de contingency sur le financement. Soit vous avez le cash avec le proof of fund et dans 90 jours, vous faites votre due deal, tout passe bien et on close. Mais je vais pas attendre que vous ayez votre prêt à la construction, tout ça. Non. Si vous voulez, on close à, je leur ai dit 1,9. Autrement, moi je suis intéressé de construire le parc. C'est ça aussi, qu'on peut aussi pousser la transaction. Aller derrière. au bout et toi détenir ensuite. Et, Là, c'est un mobile home park. et après revendre une fois que c'est loué avec la rentabilité. Ouais, là c'est assez spécifique, c'est un mobile home park. Donc soit tu détiens les maisons et le foncier, soit tu détiens seulement le foncier et tu loues le foncier. En fait. Ce qui, je pense, c'est en termes de gestion. Tu fais des dalles, c'est ça, avec de l'électricité et de l'eau, et pour qu'ils amènent leur caravane dessus. On est sur mobile home. des manufactured homes. C'est des maisons préfabriquées. Ok. Mais c'est aujourd'hui dans le Texas, alors aux États-Unis c'est 8%. 8% des États-Unis, donc des gens qui habitent soit dans un RV, soit dans un mobile home park. D'accord. Donc c'est 17 Énorme. millions de personnes. C'est énorme. C'est énorme.
Mais ça continue d'augmenter. Parce que La ville est de plus en plus chère. l'inflation, les salaires qui n'augmentent pas, les coûts de construction, enfin, les tarifs. Et pour moi, en fait, aux États-Unis, malheureusement, tu as cette classe des riches et des pauvres qui continue à creuser l'écart. Et c'est comme ça, c'est le capitalisme américain, mais c'est pas moi qui fais les règles. Donc, Toi, tu joues le jeu. Et moi, j'offre au final un produit clairement pour quelqu'un qui, Une solution, qui a un salaire entre 60, en ménage avec son époux, son épouse. C'est des gens qui vont gagner entre 50 et 60 000 à l'année. ensemble. Et leur seule manière de pouvoir trouver un logement, ça reste C'est ça. soit ça, soit un Airbnb, ou après, autrement, ils vont dans un appartement, mais bon, ça va être du classe C des années 1970, ça c'est pas... Ouais, donc c'est une option qui finalement est plus attirante pour les jeunes des ménages avec moins de... Pour ce budget en tout cas, oui. Pour ce budget. Après pour vous, Miami, quand t'as commencé à goûter à Miami... Oui, c'est difficile de repartir. Ouais. Mais bon, il y a des gens qui vont de l'avant, il y en a des fois, malheureusement, il S'adapter. faut repartir à zéro. Donc, Et pour du coup, j'imagine que ce terrain, si tu veux nous raconter un petit peu les étapes de comment, par exemple, tu as eu l'opportunité d'acheter ce terrain, comment tu nous as dit que tu t'envoies énormément d'offres, c'est combien le nombre d'offres par mois, tu m'imagines? Quand j'étais vraiment en 2021-2022, sur du massif, vraiment j'envoyais dans beaucoup d'États, on était sur 100 000 offres par mois. Donc on avait créé une équipe au Bangladesh. Ça, je trouve ça incroyable. C'est Ouais. le cœur de ton métier, j'ai l'impression. C'est ça qui crée la valeur aussi. Oui et non. Dénicher. Ouais, ça. en fait, C'est de là que ça part. on envoie des SMS et des mailers. Le SMS, tu fais le skip tracing et après tu envoies le SMS, donc tu es à peu près si tu négocies bien, tu es peut-être à 15-20 centimes. Une mailer, tu es plutôt entre 45 et 50 centimes. Ça dépend des volumes que tu fais. Par email. Les mailers, c'est une lettre en fait. C'est une lettre que tu envoies directement un courrier avec un contrat d'achat. On est intéressé pour acheter. Avec directement le contrat après. Avec Qui s'adapte à chaque adresse et le nom du propriétaire. Et c'est ça qui est dur. Faire le pricing en amont. Et oui, parce que pour avec une quantité énorme. Des fois, je faisais des mailers quand je démarrais, j'envoyais des offres à 20% de la valeur. Les mecs, ils me rappelaient, ils m'insultaient. On avait fait un bêtisier dans. Ah non, mais après, on a shifté le modèle. On a shifté le modèle. Et ben, tu lances l'offre et puis on sait jamais. Hein. Et puis, des fois, ça colle. C'est déjà passé. Ah ouais, c'est passé C'est comme ça. plus de 300 fois. C'est ça qui est. Mais Tu mises sur la masse et en fait. mais après, c'est devenu très compétitif, très rapide. Ouais, bien sûr. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a plusieurs. Il y a beaucoup Dès qu'on est de dans un marché niche qui a de bonnes opportunités, je pense que ça va rapidement être saturé. Ah oui. Voilà. C'est toi qui as démarré à faire ça. Non, il y a vous pouvez regarder sur YouTube, il y a deux manières d'apprendre à faire ce genre de système. Il y en a un, c'est Line Academy. C'est un couple qui est en Californie qui s'appelle Jack et sa femme, j'ai oublié son prénom. Et après, il y a Jack Bosch, c'est un Allemand, je crois que c'est un Allemand. Et lui, il fait ça depuis les années 1980, tu vois, où ils envoient des mailers et puis ils achètent plein de petits lots comme ça. Mais moi, j'ai arrêté ça. Je suis parti vraiment que sur des terrains Gros terrain. promoteurs des coupes avec entre 150 et 1000 lots. Donc là, en ce moment, le plus petit qu'on achète, c'est 150 lots par découpe, et le plus gros qu'on a acheté, c'est 1000 lots. Qu'on revend là en ce moment à un développeur national. Ouais. Donc, mais là, par contre, il faut faire attention parce que tu as beaucoup moins d'acheteurs. Plus tu vas haut, en fait, en taille, plus tu... Celui du coup, par exemple, soit celui-là, soit au Texas, en fait, comment tu les as. Je sais pas aussi au Texas, mais comment tu les. Dont tu nous parlais avant. Comment ça s'est passé les étapes pour. Donc t'as envoyé l'offre, t'as estimé un montant comment. Non, celui d'Abilene, celui que j'ai à côté du data center, Oui. on était sur un wholesaler qui nous a appelé. Ok. En fait, on s'est créé au fur et à mesure des années des gens qui savent à peu près ce qu'on achète. Donc quand ils ont quelque chose qui peut nous intéresser, ils nous appellent. Et bon, après, des fois c'est de l'off-market, des fois c'est du wholesaler. Des fois j'ai des deals aussi, c'est du on-market. Ça peut arriver que le vendeur ne sait pas que tu peux faire une extension du sewer, que tu peux faire tant de densité en fait si tu fais une variance. Il connaît pas bien le potentiel de son terrain, ouais, ça arrive. Ouais. Là par exemple, là on a mis le terrain sous contrat à 36 000 $ de l'acre fois les 94 acres. Ouais. Tous les terrains qui ont le sewer disponible et l'eau disponible, on est à 50 000 $. Sauf que les gens, ici il n'y a pas le sewer. Sauf que nous en fait on fait ce qu'on appelle un wastewater plant treatment. Et ça c'est un sewer privé en fait. Il n'y a pas beaucoup de développeurs en fait qui le font. Ouais, donc ça va être positionné ici, le wastewater plant treatment.
Après, ça c'est l'IA, donc c'est pas Oui, la oui. conceptualisation. Bon, c'est l'emplacement plutôt. Ouais, et après, À l'entrée, tu vas voir en fait. t'as le bassin de rétention. Après, ça c'est des maisons unifamiliales, hein, donc il n'y a pas d'espace commun comme une salle de muscu. Dans les mobile home parks, on fait. D'accord. Là, il y a un parc, c'est ça ici. Un petit parc. Ouais, après, Bon, ça c'est l'IA. ici, ouais, un parc pour enfants, mais ouais, c'est exactement ce type d'opportunité que j'aime bien acheter parce que on fait moins de 40% de dette, on fait les permis en 1 an et après ça nous donne 2 ans pour revendre la totalité. D'accord. Et après, soit tu vends avec un développeur qui te rachète le tout en lot papier, soit tu fais les VRD et tu revends des lots finis, quoi, prêts à la construction. Ok. Et là, pour un investisseur, il peut attendre combien en général quand il rentre sur un deal avec toi? Bah là, cette OP, soit on revend au bout de 2 ans, où là on va faire peut-être 25 à 30% de TRI net pour l'investisseur. Donc ça, c'est le rendement. Net de frais Ouais. pré-taxe. Net de frais pré-taxe. Si on atteint, là, si tu zoom out, notre exit, là on va chercher 32 000 $ le lot papier. Et comment tu calcules ça? C'est que tu fais tout simplement les 70 par 140. On sait que le front fit de 70 fois 1600, donc tu es à 112 000. Ça, c'est la valeur. C'est ce que j'ai 3 comps à côté. Ouais. Il y a des développeurs qui ont acheté plus d'une centaine de lots sur cette valeur, donc 112. Donc 112, moi je mets 90 sur mon Excel. Oui. À 90, je sais que j'ai, si le marché baisse de à peu près 20%, si je dis pas de bêtises, 90 000 divisé par 112 000, il faudrait que le marché baisse de 20% pour que j'atteigne toujours mes 90 000. Ouais. Maintenant, si on doit faire en fait les VRD parce qu'on n'a pas trouvé un acheteur en lot papier, là tu es sur un deal de 4 ans. Parce que l'année 1, tu fais les permis, l'année 2, tu vends en phase, en fait, tu vends, là j'ai modélisé sur 3 phases, 88 lots, 88 lots, 88 lots. Ok. Ça se peut que les développeurs t'achètent en 2 phases, mais là ce que je vois c'est pas mal de gens en fait qui achètent entre 50 et 100 lots, et après soit si tu trouves 2 développeurs ça peut aller plus vite, quoi. Est-ce que t'as été amené déjà du coup à faire construire un lot comme ça ou pas? On a fait un terrain à Texarkana en Texas, 34 lots, où là on a fait 114% sur le deal en 2 ans et demi. Super. Et après on se partage avec les investisseurs. Oui, bien sûr. Mais du coup, juste parce que je réfléchissais à ça aussi, et il y a pas longtemps, 34 maisons, tu les fais d'un coup? Là on n'a pas fait les maisons, on a juste fait la Le réalisation. terrain. Ouais, c'est tout. Ok, ok. Moi je construis pas les maisons, D'accord. c'est pas mon métier. Il y a. C'est complètement autre chose, quoi. Bien sûr. Ok. Ouais, d'habitude, tu revends les lots papier, et là, cette fois-ci, tu as revendu avec la vieille. Ouais, on a fait la viabilisation, mais le plus simple, c'est bien évidemment de revendre en lot papier. Mais il faut aussi comprendre que depuis les subprimes, beaucoup de développeurs, que ce soit des développeurs régionaux ou nationaux, cherchent les lots finis parce qu'ils n'ont pas à porter en fait le coût de l'infrastructure. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'aller emprunter avec un Ils peuvent démarrer tout de suite. Ils peuvent démarrer tout de suite, faire leur maison. Ils gagnent du temps et c'est Ouais. pas leur boulot au final. Ouais. Chacun a son. Mais il y en a qui veulent, il y en a moins. C'est pour ça que dans mes OP, je suis obligé d'expliquer à mes investisseurs, soit Deux options. il y a 2 options, soit on vend phase A ou phase B. Donc en phase A, par exemple, sur celui-là, ce serait un rendement attendu de, t'as dit Là, tu fais 32 000 fois 264. Ok. Et on a un crédit vendeur d'1,7 million. Ok. Donc, et en pourcentage, donc ça donnerait ça, annuel. Là, en phase A, ouais, on est entre 19 et 24% de manière très conservateur. Ça, c'est si ça dure combien de temps? 2 ans 2 ans, 24 mois. Et si on est en phase B, on modélise sur 48 mois. Donc, 4 ans. En 4 ans. Ok. Comment t'as fait du coup pour te former? T'as créé ta pool d'investisseurs. J'imagine que tu lèves encore des fonds avec des gens, des tiers au fur et à mesure. C'est toujours un processus. Ouais. Mais au départ, j'imagine que c'est plus dur que. Au départ, c'est le plus dur. Ouais. Comment tu fais pour te créer des gens Ouais, qui ont confiance en toi, Ouais. alors que t'as pas forcément un palmarès très très grand? Non. Explique-nous du coup comment t'as fait tout ce processus jusqu'à arriver là où tu es aujourd'hui. Ouais. Lever des capitaux, c'est vrai que c'est surtout de l'equity. Sur Capital Stack, c'est ce qui est le plus dur. Ouais. Et moi, je travaille en plus avec des expats, des gens qui sont pas forcément sur place. Donc en fait, c'est un gros travail d'éducation, un gros travail
C'est pas comme si j'allais leur vendre une maison, un appart, une caravane. Là, ils font confiance, ils achètent des parts dans une SPV qui est à l'étranger, il y a la structuration fiscale, la structuration juridique. Donc je suis pas parti sur quelque chose de plus simple. Donc on a dû en fait créer des process en interne. Au niveau marketing, on a 4 sous-départements. On a tout ce qui est content, donc on crée des vidéos. Ouais. Les réseaux aujourd'hui, C'est la clé. c'est obligatoire. Ça arrive beaucoup par là. Il faut être omniprésent, et puis après, en fonction de l'omniprésence, ça peut venir de partout. Parce que quelqu'un qui voit ta publicité sur Facebook, derrière, elle va tout de suite voir tes réseaux, elle va pouvoir parler à tes investisseurs. Donc, 4 choses: content, paid ads, donc la publicité, où là, tu rends Meta riche, de plus en plus riche tous les mois. Cold outreach, donc ça va être tout ce qui est envoi de messages sur LinkedIn, envoi de messages sur de l'emailing. Et après, le warm outreach, c'est tous les gens qui connaissent déjà ta marque dans ton CRM. Ouais. Et donc, c'est un travail de nurturing. Tu fais 7 touches pour potentiellement les convaincre de diversifier sur de l'alternative avec toi. Donc, c'est 4 sous-départements, plus une équipe de sales qui met les rendez-vous, qui fait le follow-up, le suivi, l'envoi des contrats. Ouais, ça m'a mis du temps, ça nous a mis 5 ans. Maintenant, on est 25 à plein temps, donc ça va. T'as 25 personnes à plein temps. On est 25 à plein temps, donc maintenant j'arrive à déléguer un petit peu, même si j'ai l'impression que je suis toujours au four au moulin, mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. Vous avez acheté investi ou acheté combien de millions depuis le début? Là, on est à peu près à 40 ou 42 millions d'equity levés. La valeur du portefeuille est à peu près à 95 millions. Il y a 22 deals qui ont été achetés. Là, je vous parle vraiment sur le business model version 2. On fait achat permis revente. Sur ce portefeuille, 22 deals, il y en a 6 de vendus et le reste, pour l'instant, sous permis ou sous contrat pour revendre. Avec des due diligence. Avec tes investisseurs, du coup, avec tes deals fonctionnent, tu as beaucoup de récurrence, disons, ils reviennent. C'est ça, c'est il le reste, but, important. c'est le but. Ouais. C'est qu'une fois que le travail a été fait pour avoir l'investisseur, l'éduquer et le convaincre, le but c'est qu'il continue. Et c'est son but aussi, parce que dans tout cas, qu'est-ce qu'il va faire avec un meilleur rendement? Au final, pas grand-chose. Donc, Après, moi je suis sur une classe d'actifs immobiliers alternatifs qui est non cash flowing. Donc c'est vrai que la majorité des capitaux dans l'equity sont investis dans des deals qui sont déjà cash flowing. Ouais. Parce que tu as accès à l'effet levier, tu as du cash en cash tout de suite. Donc moi, c'est vraiment, il faut inculquer en fait à l'investisseur cette vision de marchand de biens. On en entend pas mal en France, les marchands de biens. Faut être prêt en fait à attendre que le marché en fait te rachète, quoi. Ouais. Donc on fait de l'éducation et puis après, si des fois ils réinvestissent, des fois ils ont des besoins de liquidité. Après il y a le sujet aussi de la monnaie. Tout change, ouais. Là pour moi 1,16 l'euro-dollar, c'est génial. Ouais. et oui, pour faire rentrer, c'est parti. C'est génial. Et c'est pas le moment qu'ils sortent, il vaut mieux qu'ils continuent à investir dans d'autres projets. Bah, il y a beaucoup de gens qui me demandent ouais mais Trump machin. Je dis mais on s'en fout de Trump. Il a fait peur à l'économie mondiale, le dollar a perdu en valeur. L'économie, c'est la même. Donc c'est justement le fait qu'il fasse peur à tous les marchés financiers partout dans le monde, que le dollar perde de la valeur, c'est maintenant. Si tu dois faire un achat de dollars, C'est maintenant. maintenant, c'est pas quand Quand tout ira va bien, et que on sera reparti sur de la parité, quoi. Donc non, Parce que je pense rien que sur le taux de change, il y avait 12%, il y a eu 12% qui ont. Bah là, ouais, on est à 1,16. Je crois que sur les 10 dernières années, on est au-dessus de 1,15, c'est que dans 10% des cas. Donc ça veut dire que dans 90% des cas, tu achètes du dollar en dessous d'un 15. Donc pour 1 euro, bah aujourd'hui, tu as 1,16 $. Pour moi, c'est intéressant parce que derrière, tu as la double rentabilité. Tu as la rentabilité de la monnaie, si tu arrives à acheter au bon moment la monnaie. Et derrière, tu as la rentabilité du marchand de biens. Donc là, si après ça revient vers la parité, tu peux avoir. Bah, tu refais 16%. Après, il faut voir Un peu moins, le frottement fiscal, mais. Mais du coup, les investisseurs, du coup, ils viennent de l'étranger pour la plupart. Parce que forcément, t'es un profil français. Je suis français comme vous. Ouais, donc les gens te connaissent de mieux, tu peux communiquer plus avec les gens qui viennent de l'étranger, j'imagine. Ou les expats. C'est notre cas aussi, ou les expats aussi. C'est notre cas aussi. Mais du coup, quand tu fais des deals, tu fais quoi comme structure? Les gens, ils gèrent leur fiscalité tout seuls?
et les SPV elles sont transparentes fiscalement et du coup les personnes, les investisseurs vont gérer leur propre fiscalité ou tu fais quelque chose en interne? Bah, la SPV qui détient le foncier, c'est une SPV transparente où si quelqu'un qui met 384 000 là sur ce deal-là, il a 10% des units, des preferred units, donc des actions de classe B. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, le comptable il lui donne un K1 et ce K1 c'est un document de fiscalité qui remonte en fait sur la holding aux États-Unis s'il a investi en holding ou bien il remonte sur la fiscalité en perso s'il a investi en perso. Après, on va pas parler fiscalité parce qu'on pourrait parler des heures et des heures, mais c'est vrai que diversifier aux États-Unis sur le sol américain, avoir une structure aux États-Unis, pour moi, ça reste intéressant. Parce que plus ta structure prend dans le temps, plus derrière, tu as des bilans, tu peux peut-être aller parler à des banques, faire de l'effet UV. Chaque investisseur, après, gère sa structure. Moi, je gère pas les structures. Enfin, je crée les sociétés pour eux, je les aide à faire leur comptabilité, je fais de la domiciliation. Chez toi, la domiciliation. Ouais, mais après, c'est pas moi qui va faire leur bilan. Et ça, c'est hyper important. C'est le comptable, quoi. Ouais. Et du coup, tu les mets en contact pour créer la société, tu les mets en contact avec un avocat. Les sociétés, on les fait en interne. Vous le faites parce qu'on a des operating agreements, enfin des statuts assez classiques. Après, les investisseurs qui ont besoin des statuts parce qu'ils sont plusieurs associés, parce qu'il y a l'héritage, enfin, tout ce genre de choses. Après, je les réfère à un avocat qui peut les aider à modifier les statuts. Et puis pour la fiscalité, je travaille avec Quentin Drégusy, pour ceux qui le connaissent, qui est lui comptable CPA avec son associé aux États-Unis, mais il est aussi comptable en France, expert comptable. D'accord. Il y a de la casquette. Ouais, ça aide. C'est hyper important de pouvoir rassurer les investisseurs qui arrivent pour la première fois aux US. Ça c'est hyper important parce que les gens ils sont un peu perdus. Ils ont hyper peur et ils se disent comment je vais faire pour rapatrier mon argent, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça, est-ce que je dois garder mon argent sur place, est-ce que je vais le ramener. Je pense que leur donner les éclaircir sur ces sujets-là, je pense que ça peut vraiment les tranquilliser et t'aider à développer ce fonds, bien sûr. Moi, je pense que si tu investis aux États-Unis, il faut avoir une vision long terme. Parce que sinon, c'est l'investissement. C'est pas si tu commences à vouloir faire des allers-retours sans arrêt. Je pense pas que c'est la meilleure chose à faire. Je pense qu'il faut pouvoir allouer une poche aux États-Unis et se dire ok. Je comprends la thèse d'investissement, j'ai compris la fiscalité. Une société, ça coûte aux États-Unis, c'est quoi? C'est $1000 par an à tout casser. Une LLC, après tu peux la mettre en 6 corps pour plafonner plafonner la fiscalité à 21%. Il y a des manières d'optimiser, mais ça dépend des tickets d'investissement aussi. Quelqu'un qui investit 100 000, tu ne conseilles pas la même chose que quelqu'un qui investit 1 million, 2 millions. C'est deux choses complètement différentes. Donc ouais. Et du coup, dans la structure de levée de fonds, tu acceptes les petits investisseurs, les petits tickets aussi, et les plus gros tickets, ça dépend du deal? J'ai droit à, sur mes structures américaines, j'ai 2 régulations. J'ai la 506C pour les investisseurs accrédités. Ouais. Et après, j'ai la Reg S pour les investisseurs offshore, où là, c'est 2 types de contrats différents. La Reg S, si je dis pas de bêtises, on peut faire du self-accreditation. D'accord. Maintenant, s'ils ne sont pas accrédités, je ne peux pas les faire rentrer via une structure américaine. Okay. Donc ça, c'est une différenciation. Au niveau de la compliance, il faut passer le KYC, l'accréditation, et une fois que tu as fait l'accréditation, à ce moment-là, on peut... Accréditer, c'est avoir 1 million de patrimoine, un peu plus, c'est quelque chose comme ça. Il y a des règles, $1 million patrimoine ou gagner 200 000 en perso ou 300 000 en couple. Okay. Et après, bon, il faut le justifier, quoi. Donc des fois, ça peut être un peu juste, mais bon, c'est de l'investissement, hein. Il y a des règles qui sont mises en place, donc il faut les suivre. Ok. Bon, je pense que tu t'attendais à la question qu'on va se poser, mais comment t'as mis ou comment tu continues à mettre l'IA en place dans ton business et comment est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça t'aide? Parce que on peut se dire dans l'immobilier que ça sert à rien, mais pour toi qui a à la fois immobilier et à la fois tech, j'imagine que ça doit énormément aider. Si tu peux nous en parler un petit peu. C'est un sujet très vaste. Les sujets cette semaine, c'était quoi? C'était là, on a pris un outil qui s'appelle Majordome. Là, je connais. Il s'appelle Maxime. Je fais un petit clin d'œil, peut-être ça lui générera des clients. Non, en fait, lui, c'est un outil IA qui tous les matins m'envoie un rapport en fait de tous mes messages WhatsApp. Je crois que je l'ai rencontré à Dubaï. Peut-être, il habite à Bali.
C'est un jeune. Ouais, un jeune. Ouais, je crois que je Et du coup, là, il est en train de connecter mes emails. Donc, en fait, tous les matins, j'ai connais. Ok. un récap. Et du coup, là, il essaie de modéliser sa phase 2 où, en fait, maintenant, ça préprogramme les réponses. Parce que sur WhatsApp, il m'a dit j'ai à peu près 300 messages par jour. Toi, Ouais. Bon, après, ça inclut les groupes et tout. quand je te parle pas, ça fait 299. Exactement. Souvent, tu m'envoies 4 messages. Non, mais du coup, ça, au niveau de la gestion de productivité, l'augmentation au niveau des CRM, les CRM avec l'IA, et puis l'outreach, là, on fait une infrastructure d'email, call d'outreach, où on est en train de scaler pour faire 3 millions d'emails par mois. Et ça, 3 millions. Et ça va me prendre 6 mois. Ouais. Mais c'est une infrastructure IA où en fait, ça achète une trentaine de domaines. Sous ces domaines, tu as à peu près une centaine d'adresses email en dessous. Ouais. Et il y a une IA qui envoie des emails différentes sur chaque email. Comme ça, du coup, ça grille pas ton domaine et tu as 0% de spam. En fait. Mais oui, c'est pas un double email. Bah, autrement, ça crame ton email. Sinon, les boîtes, elles filtrent. Ouais, elle filtre. Donc, si t'envoies tout le temps le même email, c'est comme sur WhatsApp, si tu commences à faire 50 messages voicemail, WhatsApp, ils te mettent en 24 heures bloqué. Si tu le refais une deuxième fois, c'est 48 heures, tu le fais une troisième fois, c'est bloqué. Donc, faire attention. Sur la garde à vue. Ouais, D'accord. sur ton outreach, il faut faire attention. C'est 24, 48 heures. ça 24, 48 heures, tu payes l'amende et puis. Ça, c'est un vrai système à mettre en place. Nous, donc, je suis dans l'immobilier résidentiel, que des maisons, etc. Et je cherche des terrains vraiment localisés. J'ai vraiment pas du tout le système informatique, donc c'est hyper intéressant de voir qu'en fait. C'est pour lever des fonds, ça. Ça t'aide à. Ouais, pour lever des fonds. Ouais. Et aussi pour mettre des offres, par exemple, je pense que Ouais. t'imagines. Là, j'ai pas fait ça sur les apps, ça peut être une bonne idée aussi. Sur les offres, ça peut aider énormément. Après, Pour calculer le montant de l'offre. sur ton skip tracing, souvent t'as pas les emails. Sur les bases de données que j'achète, t'as le numéro de téléphone. Et l'email, et après, Tu dois envoyer à l'adresse, tu dois ouais, envoyer. je préfère envoyer des lettres. Les lettres, c'est physique, c'est souvent t'es sur une démographie ouais, Plus âgée, 60 ans ou plus. Et les bases de données, tu dépenses combien à peu près si tu devais nous Là, en mailer, t'es à 50 centimes à peu près. Donc là, je suis entre 3 et 4 000 offres par mois. J'ai bien baissé parce que j'ai pas besoin d'acheter du volume maintenant. Là, si j'achète un terrain comme ça tous les mois, déjà cette année, c'est bien. C'est top, c'est génial. Mais il faudrait pouvoir lever 3 millions par mois. Et pour l'instant, on est à. L'année dernière, on a levé 16 millions d'equity. Cette année, je pense qu'on sera entre 15 et 20. Ouais. Ça dépendra. Après, si t'as des plus gros tickets qui viennent, si t'as des terrains qui se revendent. Là, j'ai un terrain à 8,6 millions, normalement, qui devrait se revendre dans 60 jours. Si ça se revend, tu doubles ta levée de fonds s'ils réinvestissent. Ouais. Si le rendement est bon. Si quelqu'un veut investir. Bah, ouais, il faut Ah oui, bien sûr. Ok. Moi, j'ai. Ça, c'est une question un peu plus personnelle, mais j'imagine. Déjà, tu es venu aux États-Unis pour étudier, ensuite tu as fait le choix de rester ici. Donc, forcément, les gens que tu connaissais de France, Ouais. que tu as connus aux États-Unis, et qu'il y a eu forcément beaucoup de monde autour de toi qui pensait que tu faisais soit n'importe quoi au début, que tu étais en plein délire, ou Ouais. qu'au fur et à mesure, tu savais pas forcément de sens. Ouais. Et qui pensaient que tu étais en train de faire une erreur au lieu d'aller prendre un job classique dans une grande entreprise ou quoi que ce soit, parce que souvent c'est plus valorisé en tout cas au début. Comment t'as fait comment tu t'es dit non je vais continuer, comment tu t'es dit non il faut pas lâcher et qu'est-ce qui a fait que tu avais quand même décidé d'avancer malgré j'imagine des avis mitigés autour de toi au début en tout cas. Bah, l'entrepreneuriat, vous savez, hein, c'est plein de hauts et de bas, mais c'est ce qui permet de se forger et de devenir l'homme que tu veux devenir. Donc en fait, tous les matins, tu te lèves, tu te regardes dans un miroir et tu te dis, bon, bah, soit tu t'assois sur tes lauriers, soit tu te bouges, parce que si tu te bouges pas, de toute manière, le rêve, il s'éteint au fur et à mesure. Tu es obligé de repasser sur aller chercher un job et puis un peu plus de stabilité. Donc nous, on est toujours en quête de croissance, et quand tu cherches de la croissance, forcément, derrière, il faut aligner les responsabilités et les efforts. Donc, moi, j'étais lancé dans l'entrepreneuriat juste après le college, l'université, un peu par dépit, parce que j'ai envoyé en fait 200 CV. Et comme je n'avais pas de visa à l'époque, et que c'était le Covid, j'ai pas réussi en fait de choper un job. À ce moment, j'aurais adoré aller à Wall Street, faire de la finance. C'est grâce à ça au final. C'est un mal pour un bien. Après, je sais que je voulais faire l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat, des idées, il y en a des milliers. Après, il faut trouver une qui
qui fonctionne, et derrière, faut pouvoir, t'as pas de réseau, t'as pas de contact, t'as pas d'argent. Ouais. Donc ouais, les 2 premières années, je pense, ça a été mentalement les 2 plus dures de ma vie. La 3e année, tu commences à avoir un petit peu de résultats, parce que les deux premières années, en fait, tu vois pas de résultats. Tu n'as pas les effets compounding, tu n'as pas de réinvestissement, les gens à qui tu as fait de l'outreach pour les premiers rendez-vous l'année 1, ils investissent qu'à la fin de l'année 2 parce qu'ils ne veulent jamais être le premier à investir. Ouais. Donc, ouais, les 2 premières années très dures, 3e année, tu sors un peu la tête de l'eau, et là, on est à la 5e année, fin de la 5e année. On a 450 investisseurs. On a vendu déjà 6 terrains sur les 22, on en a 2 autres sous contrat. Donc petit à petit, en fait, c'est très long en fait le foncier. C'est pas comme c'est pas du SaaS. Exactement. C'est pas du jour au lendemain. Mais bon, c'est comme ça. Et dans les 2 premières années, du coup, comment tu fais pour tenir? Comment tu te dis, non, mais il faut. En fait, je suis en train de faire la bonne chose, il faut juste que je continue. Ouais, c'est comme mettre la tête sous l'eau. Tu restes en apnée, mais tous les mois en fait, t'as juste assez en fait de trésor pour enfin, dans la finance, on dit qu'il faut avoir 1 an de cash de côté, quoi. Mais il faut être honnête avec soi, quand tu es dans une start-up, les start-up qui ont plus de 3 mois de trésor de côté, c'est très rare. À part ceux qui arrivent à faire des grosses levées de fonds avec des VC. Ouais. Après, moi j'ai eu un peu de chance en 2021 parce que j'ai levé de l'argent sur un tour de table, mon premier tour de table. Et j'étais surfé sur la vague de 2021 où les gens investissaient sur des bonnes valos. Mais ça reste. Aujourd'hui, lever de l'equity sur des tours de table, ça s'accrochait. Donc, t'as fait un tour de table, toi? J'ai fait un tour de table. Ouais. On était bootstrap. J'ai levé de la dette, 2 millions de dettes. Combien de 2 millions? 2 millions de dettes parce que je voulais pas me faire diluer tout de suite. Et au bout d'1 an, il fallait repayer la dette. On avait fait un bridge. Et du coup, là, on s'est lancé sur notre premier tour de table. Mais j'avais déjà créé une équipe exécutive avec un vrai business model, un business plan. Et vous avez levé combien sur votre tour de table? On a levé 5 millions sur une valeur de 33. Donc on a vendu 18%, je crois. C'est des VC français ou américains qui sont américains? Majorité francophone. Francophones, mais qui sont basés ici? Qui ont une antenne ici? Pas mal d'expats. Pas mal d'expats. Et puis des clients que mon associé avait aussi avant, sur son ancienne entreprise. 85 investisseurs sur le tour de table. Et donc maintenant, ils sont associés avec nous. Et il faut aller chercher Le reste. Il faut aller bosser, quoi. Et Romain, merci beaucoup pour ton temps. C'était excellent, vraiment. Beaucoup de informations nouvelles et des choses différentes de ce qu'on a pu déjà parler, donc merci beaucoup. Beaucoup de valeur, mais c'est toujours. Merci à vous. On aime toujours avoir des gens qui font les choses par eux-mêmes et qui ont démarré, qui ont eu du mal au début, comme tout le monde quand on démarre. C'est dur. Et surtout jeunes, parce que comme c'est les gens qu'on voit qui sont jeunes et qui réussissent, ça c'est assez rare, parce que bon, c'est une chose de voir quelqu'un qui a 65 ans qui a réussi, et quelque chose d'autre, c'est quelqu'un qui est dans la trentaine et qui a déjà aussi réussi. C'est toute autre chose, parce que c'est quelqu'un de motivé et ça te donne une vision plus à terme de ce que tu peux faire en tant que jeune entrepreneur, donc c'est top. Je pense que ça va pas mal plaire. C'est sûr. Merci à vous si vous êtes à l'écoute. Toujours à l'écoute, Romain. Merci. Ciao, ciao. P&L Podcast. The business behind the headlines.